duel européen, on a affaire à deux grosses têtes. L'un est allemand, l'autre est espagnol. Les gars, on a intérêt à tout donner ce soir parce qu'on a affaire à un duel entre Dirk Nowitzki, grosse star des Mavericks de Dallas, contre Pau Gasol, compère de Kobe Bryant, lanceur de la franchise du Memphis de Grizzlies. Les gars, votre premier avis là-dessus, on vous écoute. Rafik. Deux joueurs que j'ai aimés, comme toi. Ça s'entend à ta voix. On sent qu'il y a de l'émotion, tu vois. Mais même moi, je suis heureux de parler de ces deux-là parce que c'est deux joueurs qu'on a kiffé. Et ils sont pas clivants. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout le monde kiffe ces joueurs. On peut pas détester Pau Gasol. Enfin, si t'es français, quand Pau Gasol joue avec l'Espagne, tu peux le détester. Mais sinon, en NBA, c'est compliqué de détester ces deux joueurs. Je sais pas pour toi, Samuel, toi tu penses un peu la même chose? Moi déjà, je tiens quand même à rappeler que ce sont deux joueurs qui ont le privilège d'avoir été draftés dans les deux plus grosses drafts où il y a le plus gros buzz de l'histoire. Les plus gros flops, que ça soit Olawoko ou Quinn Brown. Ah ouais. C'est quand même incroyable, il faut le souligner quand même. Samuel, il aime trop parler de Olawoko. T'es trop déter avec ce Nigérian pourrave là. Michael Olawoko. Drafté en première position en 98. Franchement, je sais pas. Dans la draft 98, il y a un autre bust. Et pour moi, c'est Milwaukee le bust de la draft 98. Alors, Dallas draft en 7ème choix. Robert Taylor. Il draft Robert Taylor en 7ème choix. Nous, on draft Dirk Nowitzki en 9ème choix. Et on envoie notre 9ème choix et notre 19ème choix à Dallas pour récupérer Robert Taylor, qui aura une carrière... il a pas eu de carrière NBA, il a fait 7 petites saisons. Oui, médiocre. Il a jamais réussi à confirmer son potentiel NCAA et d'ailleurs, il a été retrouvé mort en 2011 chez lui, apparemment d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs, donc on envoie le 9e et le 19e pick. Dallas échange ce 19e pick. Je vais retrouver le joueur. Je me rappelle plus son prénom, il me semble que c'est Pat Garrity. Voilà, Pat Garrity. Ouais, Pat Garrity. Ils vont l'échanger à Phoenix pour récupérer Steve Nash. Donc vraiment, le Dallas est le grand gagnant, je peux dire, draft, clairement. Ouais, avant de même parler de la draft. Et voilà. Et du coup, pour moi, le poste, c'est Milwaukee, ce bast. Non, mais je crois que vous êtes grave chaud. Vous êtes grave chaud avec la draft 98. Attendez, les gars, on va aller tout doucement. Parce je suis plus chaud sur la draft de Pau, t'inquiète. La draft de... Il y a des dingueries aussi là-bas. 98, il y a du beau monde. J'en veux pas à Grizzlies de prendre Bibi, j'en veux pas aux Raptors ou aux Warriors de prendre Jamison et Carter. Ça reste des joueurs qui à l'époque avaient une grosse cote. Bien sûr. Voilà. Alors que de l'autre côté, il y a quand même il y a Quinn Brown qui avait une grosse cote certes, mais Tyson Chandler, Pau Gasol, Eddie Curry, le top 4, là c'est compliqué. Ouais. C'est chaud de voir un top 4 avec que des pivots, quand même si Gasol est un ailier fort. Ouais, c'est vrai, c'est une draft d'intérieur. Il y a 4 pivots comme ça, et puis au final, des 4, il n'y a que Gasol qui a fait une grande carrière, quoi. Non mais attendez les gars, s'il vous plaît, avant de vous lancer sur la draft dans tous les sens, les gars, ils ont un passif européen. J'ai commencé à dire tout de suite que les gars, ils étaient déjà européens. Alors on commence par l'Europe, les gars. Dirk Nowitzki, issu d'abord d'une famille déjà sportive. Il a affaire à un papa Nowitzki qui est donc handballeur professionnel jouant pour l'équipe d'Allemagne. Maman Elga Nowitzki qui elle aussi a joué au basket et il a une grande sœur aussi, ce monsieur. Il a 2 grandes sœurs, une qui était qui était dans l'athlétisme. Et du coup, Damas, comme elles sont allemandes, elles doivent être grandes aussi en taille, c'est ça? Voilà, t'as tout capté. C'est vraiment héréditaire par rapport à Nowitzki, où ça s'est clairement vu qu'il a été bassiné dans le sport tout de suite. Alors il n'était pas trop chaud sur le basket, il a commencé au handball par rapport à l'héritage paternel. Voilà, au handball. Là, on est allemand. Ouais, si tu veux. Handball, il a joué au tennis aussi, pour voir et tout est-ce qu'il s'est pris. Et en fait, Nowitzki s'est essayé au basket en fonction de sa taille. Alors très rapidement, le mec va dessus de se démarquer en étant très talentueux dès les années lycée. Mais bon, en Allemagne, c'est pas trop l'héritage sportif le plus frappant concernant le basket. Cependant, il y a un ancien joueur de la sélection allemande qui a bénéficié aussi du staff américain au cours, je crois que c'est de l'après-guerre, un truc comme ça. Est-ce que vous connaissez le nom de ce monsieur? On t'écoute, Rafik. Non, je ne connais pas le nom de ce
Je sais juste que il y avait des Américains en Allemagne et du coup il a bénéficié enfin les Américains avaient un peu amené le basket en Allemagne. Mais sinon non, je ne me rappelle plus du nom du. Dis-le nous. Ouais, bah oui, c'est Monsieur Holger Scheswinger, pour vous dire bien le nom. Bon, ça c'est vrai que c'est compliqué concernant le nom. Allemand LV2 pour toi, Damas? T'as dit quoi? Tu nous as fait allemand LV2? Ouais. Non, jamais. Tu maîtrises, hein, tu maîtrises. Non, tu maîtrises. Non, vous-même, vous avez capté. C'est peut-être une Allemande ou peut-être une Allemande. Holger Winder, si vous voulez. Holger Weschwinder, pour être plus précis. Voilà. Au moins, ça sera normal. Mais en tout cas, ce papa, a été vraiment une figure de mentoring pour Dirk Nowitzki, où très rapidement, il va voir le talent de ce joueur. Il va de suite le positionner face à une situation claire en lui disant « Dirk, est-ce que tu es prêt à devenir professionnel? On va taffer tous les jours. Si c'est pas le cas, on arrête là. Moi, j'arrête de bosser avec toi parce que clairement, j'ai plus rien à t'apprendre. Donc, si tu veux jouer avec les meilleurs joueurs du monde, il faut que tu bosses avec moi tous les jours. » Il laisse 48 heures à Dirk Nowitzki pour réfléchir et Dirk répond oui à notre grand bénéfice pour chacun d'entre nous, Samuel. Bah oui, bien sûr. Moi, je suis un grand fan du bonhomme. Étant plus petit, c'est vrai que j'étais pas un grand fan à la base. Il n'y avait pas trop de style, un grand blond, il n'y avait pas de dégaine. Qu'est-ce qu'il était fort. Pas de mine. Qu'est-ce qui faisait mal à chaque fois. Exceptionnel. Tu le vois sur le terrain arriver, t'as limite envie de le charrier. Et au final, c'est lui à la fin qui il te régale. Il te régale, mais vraiment. Le premier à avoir régalé, c'est Charles Barkley. Il a régalé au Nike Hoops où il joue contre Barkley et notamment aussi Pippen. Ouais, et là, il sort vraiment, il domine Charles Barkley. Et Charles Barkley, après, il dira qu'il a été très impressionné par Dirk Nowitzki. Et on sait très bien que Charles Barkley, en général, il préfère plus rabaisser les joueurs que et d'ailleurs, il va confirmer ce potentiel avant la draft au Nike Hoops Summit, où là, on a un USA vs Reste du monde. Et là, il lâche un 14 rebonds, 3 styles, et c'est là que sa cote explose. Et malgré que sa cote explose, il est pris que en 9e position. Ça montre qu'encore en 18, en fait, on est quand même réticent à recruter des Européens plus haut dans la draft. Parce que vraiment, il avait aussi un potentiel pour être à top 5. Hein. À juste titre aussi. On est encore réticent. Ils sont deux Allemandes. Il vient d'un pays où la culture basketballistique n'est pas très forte et il sort en plus de D2. Alors, le club s'appelle le DJK Wolfsburg. Alors, il les fait monter en division 1 à l'été 98, d'accord, comme vous savez tous, les phases décisives avant les vacances. Voilà, après son service militaire, exactement. Il est performant au travers des tournois que tu as mentionné, Rafik, mais il n'est pris qu'en 9e position de la draft avec la boulette qu'ont fait les Bucks. On le sait très bien, on va pas revenir là-dessus. Tes antilopes vertes, là, à ce niveau-là, franchement, ils ont vraiment merdé. Ouais, pour recruter un tracteur. Et toi, Samuel, le surnom du mec, c'était Tracteur. Trailer Tracteur, en plus son poids, il pesait plus de 130 kilos, le frère, franchement, c'était un gros bébé. Mais Samuel, tu penses quoi par contre toi de Pogazol? T'as des idées par rapport à son début de carrière à ce gars-là? Parce que lui, on l'a rapidement mis devant. Déjà, moi, il a fait mon bonheur pendant 2 saisons de suite. 2009-2010 aux Lakers. Ah, mais vas-y, toi, toujours avec tes disquettes. le début de carrière de Pogazol, déjà, Pogazol, il a la chance d'être dans peut-être le 2e plus grand pays de basket après les États-Unis qu'est l'Espagne maintenant, tout à fait, auquel on parle. Donc, formé à Barcelone. Barcelone, c'est peut-être aussi le plus grand club de basket en Europe. Enfin, un des plus grands clubs en tout cas. On va pas avec d'autres clubs totalement, aussi. Tu peux le dire. Oui, bien sûr. Une vraie culture. Le Real Madrid. Il y a le Real Madrid, oui, il y en a d'autres. La Turquie, la Grèce, et les Serbes. Turquie. La Russie aussi, Moscou, c'est pas mal. Ah oui, la Russie. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde en Europe. Très bon monde. Donc il fait ses premiers bagages à Barcelone. Il fait 2 petites saisons en 98 et en 2000 pour ses premières saisons à Barcelone. Puis en 2000-2001, il explose. Il fait une saison à 11,3 points et ça lui ouvre la porte de la NBA où il sera quand même drafté en 3e position par les Grizzlies, qui seront plus à Vancouver du coup, mais à Memphis. Yes. Et puis après, l'avenir va leur donner raison pour le coup.
Bah, alors, par rapport à ça, Samuel, juste une petite précision. Il a été drafté par les Atlanta Hawks Ouais, et il y a eu l'échange dès Mhm. la journée de la draft avec Sharif Abdou-Harim, bien c'est ça. sûr. Et il y a Lorenzen Wright et Brevin Knight qui font le voyage avec lui au Memphis Grizzlies, qui quittent Ouais. Vancouver au Canada pour rejoindre en effet le Tennessee. Alors, il va commencer son début de carrière en étant franchise player concrètement, pour Gasol, dans un faible marché, Rafik. Hein. Compliqué. Hein. Ouais, compliqué. Oui, compliqué, hein, compliqué. Il arrive dans faible, toute nouvelle. Les Vancouver Grizzlies, on ne sait pas encore ça vaut quoi Memphis. Oui, les Memphis. Les Memphis Grizzlies. Oui, Ah ouais. c'est Memphis Grizzlies, c'est encore tout nouveau. C'est encore tout nouveau. Le déménagement, c'était il y a quelques années. Mais il s'impose directement dans l'équipe, avec des premiers matchs à 20 points. D'ailleurs, il termine rookie avec des stats à peu près 19 points de moyenne, c'est ça? Ou 17 points de moyenne, 17, Ouais, il lâche un 17-9 ou quelque chose. Ouais, 17-9. 17-8, 0 voilà. 9. Donc, Drafté en première non. position, Donc très très honnête. Vas-y, Samuel. J'ai dit comparé au bourrin qui a été drafté en première position, c'est sûr que. Hein, parce qu'en plus, moi, nous, les Lakers, on est passé quand même de Quentin à Pau Gasol. Donc, en plus, moi, j'ai vraiment quand tu vois l'évolution des carrières, il y en avait un qui était annoncé comme le numéro 1 de la draft. Il venait directement du lycée, ça devait être un crack. Au final, ça a été un bidon. Et Gasol qui a été un troisième choix de draft, qui est un peu en surprise. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est dans la même draft que Tony Parker, qui lui est drafté à la 28e position. Et qu'il Très est loin. C'est quand même une surprise d'un Européen qui est drafté aussi haut. Et au final, il aura fait la carrière à la hauteur des attentes. Et comparé à d'autres Américains qui ont été draftés dans les mêmes places que lui. Exact, mais à la comparaison par rapport à Dirk Nowitzki, c'est que Pau Gasol est déjà un passif de victoire. Hein, avec le Barça, il gagne la finale la finale du championnat d'Espagne contre le Real Madrid 2001 3-0. Ils battent le Real Madrid. Il est MVP. Exact, MVP de la saison en Espagne. Il gagne la Coupe d'Espagne également, la Coupe du Roi pour être plus précis. Le Real Madrid, encore une fois. Il faut aussi ajouter le Real Madrid de Gilles Chris Lawson. Hein. Gilles Chris, qu'on salue. Son Messi. Il faut aussi ajouter qu'il fait partie d'une génération dorée d'Espagnols. Il gagne les championnats d'Europe junior et les championnats du monde junior. Donc, il a déjà un passif européen avant d'arriver en NBA, contrairement à Dirk. Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur les saison de Dirk, il n'a pas fait une aussi grosse saison que Pau Gasol à Dallas, où il me met que 7 points, où son adaptation est très difficile. Hein. On va y venir, parce que la première saison de Dirk Nowitzki, il l'a fait à 8 points de moyenne, 3 rebonds, avec des pourcentages au shoot de 40% au shoot à 2 points, en général, 20% à 3 points et 77% de lancers francs, mais concrètement, Dirk Nowitzki souffre de la dimension physique de la NBA. Il dit très rapidement que c'est la lutte dans la peinture. On peut pas s'imposer comme en Allemagne où il joue en division 2. Il faut quand même l'excuser. Donc le temps d'adaptation est très pour Dirk Nowitzki, qui pensait même à retourner en Allemagne. Alors ce qui a changé, et là j'aimerais, monsieur, que vous soyez vraiment limpide, c'est l'arrivée de Mark Cuban janvier 2000 sur la franchise des Mavs. Parce que ce monsieur a largement changé les infrastructures des Mavericks, et on a l'impression que concrètement, il y a une stature nouvelle que Dallas a au travers de l'NBA. Il faut quand même rappeler que Dallas sort la dernière participation de Dallas en playoff remontait à 1990. Donc quand Mark Cuban arrive, donc janvier 2000, tout change, Rafik. Oui, tout change. Comme tu as dit, il modernise les infrastructures. Il apporte un peu plus de professionnalisme à la franchise. En fait, il pense vraiment la franchise comme une entreprise, vraiment comme une start-up. Il est déjà. En fait, on sent que c'est un businessman, le type. Ouais. Et aussi, ce qu'il apporte d'important à Dirk Nowitzki, c'est cette confiance aux joueurs européens. Là où peut-être des présidents ou des general managers ne l'ont pas, lui, il a vraiment confiance dans la formation européenne. D'ailleurs, il l'a dit souvent
Il a même été critiqué par rapport à certains propos. Il disait que oui, en Europe, on forme les joueurs à penser à jouer avec la tête, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, on pensait plus athlétiquement, etc. Donc il a eu des propos comme ça. Donc ça a aidé Dirk dans son adaptation. On lui a laissé du temps. Don Nelson aussi a été patient. Et deuxième saison, les chiffres doublent. C'est double. C'est même pas pour dire que ça augmente. C'est vraiment ça double. Même ça, en termes de points, il double. C'est un peu plus du double. Vas-y, Samuel. Il est presque meilleure progression de l'année cette saison-là. Yes. Je crois que c'est Jalen Rose qui est... Si, c'est ça. C'est Jalen Rose, aux Pacers d'Indiana, mais Pacers. Ouais, il participe au concours à 3 points. plus grand joueur à faire le concours à 3 points de l'histoire. Magnifique. Faut quand même le mentionner. Faut rappeler qu'il avait un très bon shoot à 3 points de Dirk Nowitzki, un des meilleurs shooters de la ligue. Et avec sa taille, c'était pas forcément la chose à laquelle on pensait le plus quand on le regardait. Et c'est ce qui faisait sa particularité par rapport aux autres intérieurs de l'époque, notamment les Duncan, les Garnett ou autres, c'est qu'il avait cette capacité à s'écarter du panier, mais il mettait les paniers sur la tête. C'était pas comme maintenant certains qui s'écartent du panier, ils ne sont pas foutus de mettre un shoot, parce que lui, il s'écartait du panier et il mettait un shoot. D'ailleurs, il y avait une certaine ressemblance dans le style, un peu avec Larry Bird, mais en plus physique. Ah, largement. Larry Bird n'est pas réputé pour que... Et il y a aussi Nelson qui contribue. C'était un Larry Bird, mais plus costaud en fait. Mais tu sais, il avait cette intelligence de jeu, toujours le shoot au bon moment, savoir se positionner par rapport à l'adversaire. Je sais pas, c'est ce que j'aimais dans le regarder jouer. Rafik, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, bien sûr, mais il a mentionné, Samuel mentionne sa réussite à 3 points et le fait qu'il prenait beaucoup de shoots à 3 points. Et aussi, en fait, je vais pas dire ce qui lui a permis d'avoir cette adresse, mais quand on a un coach comme Don Nelson qui est l'un des précurseurs à faire shooter des grands sur le périmètre extérieur, ça aide beaucoup dans ce développement-là. Donc aussi Don Nelson, heureusement qu'il y a eu Don Nelson et Mark Cuban dans ses premières années NBA. Ils ont vraiment contribué à son départ NBA. Je pense que à son développement et son adaptation, et je pense que sans ces deux-là, ça aurait pu être très compliqué derrière pour Dirk. Tout à fait. Alors en plus de ça, il faut quand même rajouter, on va parler chiffres. Dirk Nowitzki double, comme tu l'as bien dit, Rafik, deuxième au classement des meilleures progressions de la ligue en 2000. Et été 2001, en tout cas au cours de l'été, enfin en tout cas printemps 2001, il finit la saison régulière avec 21,9 rebonds. Donc c'est des stats d'intérieur, de grands intérieurs de la ligue. Les Duncan, les Garnett et les Chris Webber, ils commencent à rien de leur envie à ce niveau-là. Mais surtout, c'est en exactement, c'est la qualification playoff. Et quel playoff de la part des Mavs, On va quand même allonger par rapport à Dirk en résumé. En 2001, il bat au premier tour les Jazz d'Utah de Karl Malone et de John Stockton 3-2. Donc c'est quand même très vieillissant. Oui, ils arrivent à la fin, mais ils sortent quand même le Jazz. Ils sortent quand même le Jazz qui a été double finaliste NBA. Donc ça joue dans l'imaginaire de nous tous qui regardons la NBA à cet âge-là, où les Mavs commencent à devenir une place prépondérante de la ligue. Tu l'as bien dit avec la fameuse draft de Steve Nash en 96, qui rejoint après les Mavs, bien sûr. Et on a un trio qui se forme avec Michael Finley qui était là au cours des années moroses de Dallas, en plus de Steve Nash et de Dirk Nowitzki. Donc en 2001, ils arrivent en demi-finale, ils se font sortir par les Spurs en demi-finale de conférence Ouest. En 2002, premier tour. Bien sûr, en 2002, premier tour, ils sortent les Timberwolves de Minnesota de Kevin Garnett 3-0 sans fioriture, parce que déjà en saison régulière, il y avait déjà plus de 15 victoires d'avance. C'était. Oui, et juste sur cette série, Dirk, parce que c'est Kevin Garnett qui est en face de lui. Alors sur non, cette série, pas il tourne à 33,3 points. Alors, oui, alors mais précisément quand même, non, parce que ça c'est important de le préciser, notamment auprès de nos auditeurs. Dirk Nowitzki est inarrêtable. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Rafik. Il est inarrêtable. Offensivement, c'est un métronome magnifique. En défense, ce qui est important et ce qui est intéressant de la part des Mavs, c'est qu'ils ont compris que Nowitzki jouait de la zone. C'était pas tu peux pas, en fait, concrètement, Nowitzki, bon, Samuel, tu pourras le confirmer, c'est un défenseur lamentable. Et d'ailleurs, même nous tous qui nous écoutaient. Bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment la chose qu'on a mis de côté. On l'appelait Irk Nowitzki. Voilà, Irk, pour vous dire à quel point c'était compliqué. Mais en tout cas, les Mavs vont être très réguliers en playoff. Donc en 2002, ils se font sortir par les Kings de Sacramento en demi-finale. Il y a un autre intérieur mobile
comme lui, Turkoglu sur ses côtes plutôt que de mettre Weber. Exactement, ça a été très intelligent de la part justement de Rick Adelman, coach des Kings à l'époque, où il fallait bloquer Nowitzki sur le périmètre. Où là, concrètement, à mi-distance, c'était très compliqué de l'arrêter parce que le mec, il fait 2-13, mais il shoot comme un arrière-shooter. Comment vous pouvez faire face à ça par contre t'es poste 4? Donc en plaçant Hedo Turkoglu, ça a été compliqué et même lui-même l'a reconnu que Hedo Turkoglu a été très compliqué. Alors on va avancer par rapport à Dirk Nowitzki. Avant de passer sur Pogazol, c'est qu'en 2003, ils font une très belle finale de conférence face aux Spurs de San Antonio. En demi-finale, ils arrivent enfin à sortir les Kings de Sacramento en étant très performants, mais après, il y a eu la grosse blessure de Chris Webber qui a quand même joué par rapport au résultat final, il faut quand même le dire. Et, il y a aussi eu des ajouts défensifs qu'ils n'avaient pas avant, des ajouts défensifs comme Rajabel, parce que c'était une équipe qui défendait. Oui, c'est des ajouts qui ont aidé en playoff. Qui ont compté, bien sûr. Adrian Griffin, Rajabel. Donc, Dampire aussi. Et Eric Dampire arrive à l'été 2004, justement. Il arrive après. Ouais. Un très bon contrat que le fournissent les Mavs, justement, pour soulager Dirk Nowitzki dans la peinture face au gros intérieur à l'ouest et concrètement pour qu'il puisse se concentrer sur les tâches offensives. Et il faut qu'on arrive facilement en 2006, les gars. Avant qu'on passe à Pogazol, allons sur l'année 2006 Ah, vas-y. Non, même avant ça. Ils sortent les Spurs en finale de conférence Ouest, Dirk. Il fait un gros game, non? Il fait une grosse série. Oui. Déjà avant, ils éliminent les Grizzlies de notre ami Gasol. 4-0. On reviendra sur son cas. 4-0. 4-0. Et demi-finale de conf, ça va en 7 matchs. 7 matchs. Et Nowitzki met le 3 points de l'égalisation à 104. Magnifique. C'est à 30 secondes de la fin, je crois, non? Non, c'est à combien de temps de la... Je crois que c'est à 30 secondes. À 30 secondes, ils sont 3 points, c'est ça. En tout cas, dans la dernière minute. À 119-111, Nowitzki finit le match à 37 points, 15 rebonds. Parce qu'il y a un truc quand même, c'est qu'il était mauvais défenseur. Dans la peinture, il était quand même présent. Il prenait des rebonds. Le gars, c'est plutôt un bon rebondeur. C'est quand même une qualité qu'il faut avoir quand on est à l'intérieur, c'est intéressant. Mais aussi, quand on dit ces chiffres aussi, on se rend compte que quand même Dirk, en fait, une fois qu'il arrive en playoff, il élève son niveau de jeu parce que là, ça fait quoi? On a évoqué 7-8 saisons de Dirk Nowitzki, un peu de statistiques de Nowitzki en post-season et à chaque fois, c'est des gros chiffres. Depuis tout à l'heure, on énumère du 30 points, 32 points par-ci, 33 points par-là. Et d'ailleurs, quand Memphis, même si c'est Memphis n'est pas encore c'est une petite équipe comparée à Dallas. Il met 31 points de moyenne, 8 rebonds, mais il a des pourcentages à 50% au shoot, 42% à 3 points, 87% au lancer franc. Et le mec, il tourne limite en 50-40-90 avec 30 points de moyenne, c'est monstrueux. Exceptionnel. Contre Dallas, mais 50 points. Vas-y Samuel. Contre les Suns aussi, il met 50 points dans le match 5. Et au final, il rencontre en 2006 un autre phénomène face à lui, Wade. Allons-y un tout petit peu sur cette finale. Et là, il y a les premières critiques qui commencent à arriver sur lui depuis sa première saison. Parce qu'il faut rappeler quand même aux gens que Dallas mène 2-0 la série. C'est ça. Et finissent par perdre 4-2. Wade fait des finales stratosphériques. Bon, il y a des questions aussi, beaucoup de débats sur l'arbitrage qui aurait sifflé trop de fautes à Wade. Mais j'ai envie de dire que pour avoir des fautes, il faut les provoquer. Et Nowitzki passe pour un peu un choker, comme on dit, c'est ça? Alors pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Selon moi, les critiques qu'on a eu pour Nowitzki en 2006, pour moi, elles sont à mon avis un petit peu trop osées, parce que le tournant de la série, c'est au match 3. Les Mavs mènent 2-0, comme tu l'as dit, Samuel, et au match 3, ils ont 15 points d'avance. 15 points d'avance. Et le Heat se réveille et renverse cette rencontre et l'emporte de 1. Et concrètement, le momentum de la série change. C'est vraiment le tournant de la série où justement le Heat, la rage de vaincre du Heat, on se souvient du conte de Alonzo Mourning. Je vous encouragerai tous à nos auditeurs d'écouter ce podcast sur Bad Zoo et Larry Johnson. Mais contrairement par rapport à ça, Dirk à la fin de la série mentionnera bien qu'il y a ce match 3 qui est vraiment le tournant, et il y a eu en effet ces critiques qui se sont abattues sur Nowitzki qui selon moi ne sont pas légitimes, parce que l'effectif des Mavs au travers de cette finale pour moi était quand même très équilibré. On peut quand même mentionner des noms si ça vous dérange pas, les gars. Alors il y a le départ de Steve Nash qui s'en va du côté des Suns, mais de l'autre côté, il y a quand même du beau monde. C'est-à-dire, t'as Jason Terry qui est venu des Hawks d'Atlanta, Michael Phillips qui est parti en 2005, t'as Jerry Stackhouse, comment l'oublier, Jerry Stackbrick pour Stackbrick. Stackbrick Pour sa mère. Devin Harris.
Devin Harris, qui très rapide au poste de meneur, le rapide meneur. Shaq avait prévenu. Shaq avait dit Dampire est mou, je vais le manger. Exactement, il l'avait prévu, il avait dit Dampire est mou. Exact, et ça s'est passé. Je pense que c'est passé ainsi. Avec Evan Horn aussi, je crois, qui sortait du banc, l'ancien ailier des Nets. T'avais également Josh Howard, qui s'occupait régulièrement de Dwayne Wade en 1 contre 1, et il s'est aperçu que c'était très compliqué parce que Dwayne Wade était concrètement inarrêtable en 2006. Mais concrètement, les Mavs avaient l'effectif qu'il fallait pour gagner cette rencontre. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Si on peut basculer sous Pau Gasol, les gars, est-ce qu'on peut faire un rapide débriefing de ces 6 à 7 premières années sur notre ami espagnol en NBA? Vous en pensez quoi un petit peu? Moi, j'ai des choses à dire. Statistique, là, il faut qu'on l'écoute. Ah ouais, mon gars, Rafik déborde, là. Enfin, pas pour... Non, mais honnêtement, c'est sur un plan individuel, ces 7 premières saisons, elles sont tout à fait bonnes. Il fait ses stats, il fait du à peu près 20 à 19, 18 points de moyenne, accompagné de 8-9 rebonds. Donc honnêtement, il répond aux attentes individuelles. Il amène même Memphis en playoff 3 années de suite, en 2004, 2005, 2006. D'ailleurs, en 2006, il sera All-Star. Tu peux préciser, tout en étant accompagné de Stroll by Swift. C'était pas à lui en plus. C'était pas à lui, il sortait du banc. Arrête. Il y avait Mac Miller aussi, je crois, en 2004. Oui, voilà, arrête. Oui, il y avait Mac Miller. Non, il était pas très bien. Le supporting cast n'était pas très bon. Mais bon, à chaque fois, ils arrivent au premier tour. C'est un sweep, 4-0. Il y a les Spurs qui leur ont mis 4-0. Ils ont pris un 4-0 par Dallas aussi. Et je me rappelle plus qui est l'équipe. Mais en tout cas, sur un plan individuel, Pau Gasol, il confirme tout son potentiel. Il y a autre chose qui se confirme, je sais pas si Damas sera d'accord, je pense aussi, c'est que ça se confirme que c'est un lieutenant et c'est pas une option numéro 1 Pau Gasol. On est d'accord. Et même en sélection espagnole, il y avait des mecs comme Navarro, Calderon. Là, on va y venir. Il y avait du monde aussi. Pour moi, c'est la star de cette équipe, c'était Navarro. Quand je regardais les matchs, Navarro, j'avais envie de l'étrangler, j'en pouvais plus. Il me faisait souffrir. Attends, Samuel. On y va. C'est le lieutenant parfait. Non, mais tu forces, frère. Arrête ta disquette, poteau. Parce que Pau Gasol était le leader de l'Espagne. Non, arrête, déjà, ils étaient déjà co-capitaines. Tu peux pas dire ça. Il est le leader en termes d'image, mais sur le terrain, quand il faisait chaud, quand c'était dur, il y avait Navarro, il te mettait des shoots de nulle part, et c'était lui le mec qui faisait basculer. Les Français n'en pouvaient plus de Navarro, on n'arrivait pas à l'arrêter. On va y venir, mon gars. Moi, je vais un peu parler aussi par rapport aux saisons de Memphis, les saisons de Memphis, les premières saisons de Memphis. On a Pau Gasol qui, concrètement, pour moi, se positionne comme étant un intérieur de très, très bon niveau zone 2. Je ne peux pas le placer dans la même zone que les Duncan, que les Garnett, que les Nowitzki, que les Chris Webber, parce qu'en termes de chiffres, il est un petit peu inférieur, le coco. Et on a des bonnes à 17 points, 19 points, 8 rebonds, 7 rebonds, c'est bien, mais ça reste quand même à des chiffres, c'est propre, mais ça reste quand même insuffisant. Par contre, au niveau du pourcentage de shoot, c'est très intéressant, sauf au lancer franc où là on voit bien que c'est un poste 4, poste 5, mais Pau Gasol n'arrive pas à donner une victoire en play-off pour les Grises. Ça me rappelle un petit peu les premières saisons de Kevin Garnett lors des premières saisons avec les Wolves de Minnesota, où ils ont subi le fait que vous soyez un petit marché où vous avez du mal à attirer les gros joueurs. Donc les Grises ont fait un très bon travail en draftant Pau Gasol, mais derrière le supporting cast, comme tu l'as dit Rafik, c'est compliqué. Alors il faut pas oublier qu'il y avait Shane Battier, homme de devoir, le gendre idéal pour tous nos auditeurs. Il y avait quand même de bon monde. C'est insuffisant, c'est clairement insuffisant à l'Ouest. Et Pau Gasol a souffert de la critique du fait qu'on le considère comme étant un intérieur soft en NBA. Oui, un intérieur soft. Donc les Grises de Memphis. Elle vient plus tard cette étiquette d'intérieur soft. Mec, je t'assure, c'est quand même 2005, 2006, ça commençait un peu à gronder déjà. Et c'est pour ça que Chris Wallace, le GM des Grises, ont vu l'opportunité de l'échange, qu'on viendra après. Alors, est-ce que vous voulez qu'on briefe un petit peu sur l'Espagne par rapport à Pau Gasol? Faut qu'on en parle, les gars. Parce que les performances qu'ont l'Espagne au cours des années 2000 sont exceptionnelles. La régularité, magnifique. En 2006, il est champion du monde contre la Grèce. La Grèce qui sort les États-Unis avec notamment Chris Paul, où c'était vraiment les années américaines où c'était très compliqué. Au Japon,
Eh ben, les Espagnols sont champions du monde. Sans compter en 2001, ils sont demi-finalistes face à la Yougoslavie de Predrag Stojakovic, où j'invite tous nos auditeurs à écouter. En 2003, ils perdent en finale face aux Lituaniens de Šarūnas Jasikevičius, ancien joueur des Pacers, bien entendu, je viens toujours à le dire. Mais en tout cas, en 2006, il est champion du monde face à l'Argentine de Manu Ginóbili, les gars. Est-ce que vous oubliez cet état? Je suis d'accord avec toi, Samuel. Il y a un très très bon monde côté espagnol. Felipe Reyes à la peinture avec lui, t'as Cabezas, t'as Navarro, et t'as José Calderón aussi. Hein, c'est-à-dire que t'as. Rudy Fernandez, c'est pas cette année-là qu'il a fait Fernandez. C'est au JO qu'il a Fernandez, non? Ouais, ce jeu, c'est pas encore là. Fernandez est encore un petit peu jeune. En effet, ouais. Il est encore un petit jeune. Mais là, on a balancé l'ossature concrètement espagnole. En 2006, il est champion du monde. En 2009, il est champion d'Europe, Pogazol également, avec cette fameuse armada. Et je dédicace à Vladimir, les Espagnols, on les déteste. D'ailleurs, les gars, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti en 2013 quand les Français battent les Espagnols de Pogazol? Franchement. Il faut qu'on en parle, les gars. Moi, concrètement, cette défaite de l'Espagne contre la France en 2013, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir d'être français. Ce soir-là, franchement, franchement, Tony Parker, je l'ai plusieurs fois embrouillé, il m'a plusieurs fois saoulé. Mais ce soir-là, les gars, non, ça me faisait plaisir de les voir perdre parce que les Espagnols, ils nous ont frappés, frère. Ils nous ont frappés. Ils ont sali. Il y avait l'impression qu'on était dès qu'on on savait qu'on allait perdre. Ils nous ont clairement gonflé. En tout cas, par rapport à Pogazol, on voit que les premières années en NBA au niveau individuel sont encourageantes. Elles ne sont pas flamboyantes, elles sont très encourageantes. Ouais. C'est un très bon contrat également. Mais on peut rapidement partir par rapport à Pogazol, on peut faire le lien de suite avec son trade. Samuel, avec les Lakers. Avec son frère. Un plan qui est mené magnifiquement, qui va être reproduit en 2021 avec Giannis. Les Lakers. C'est rêveur, toi. Ah ouais, t'es dans un clip. Mais de ouf, il est dans un clip. Les Lakers draftent les frères pour avoir les joueurs qu'il faut. Donc on a pris le Gasol qu'on a envoyé aux Grizzlies. On a récupéré Pau qui était lui affirmé. Au final, les Grizzlies ont été gagnants parce que Marc Gasol a fait aussi. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et il a réussi en playoff à gagner des matchs, lui, en playoff du coup. Exactement. Et Gasol aux Lakers deviendra le lieutenant parfait de Kobe et même son meilleur ami au final. Et puis ça va lui permettre après avoir gagné en sélection nationale, de gagner 2 titres pour mon plus gros bonheur. Rafik, contre-le parce qu'il m'énerve là. Il se la raconte pour rien là. Vas-y, lâche-toi un peu Rafik. Non mais moi je suis quand même assez d'accord avec lui sur ce trade. Un trade gagnant-gagnant. Kobe commençait à grogner du fait qu'il n'a pas eu de remplaçant de Shaquille O'Neal depuis son départ en 2004. Donc il était très frustré dans les médias. Il s'en prenait à Dr Buzz carrément. Mm-hmm. Et les Lakers sont secoués pour ramener quelqu'un. D'abord, ils n'avaient pas pensé à Pau Gasol. La première personne à qui ils avaient pensé, c'était Kevin Garnett. On sait qu'à cette période-là, il était en difficulté du côté de Minnesota par manque de supporting cast. Il était un peu dans la même situation de Kobe, donc l'objectif c'était de réunir les deux. Ça ne s'est pas fait parce que Boston a donné une meilleure offre. Il y avait aussi la connexion Danny Ainge, Kevin McHale, 2 anciens Celtics, ça ne peut que être copain. Et du coup aussi, il vient aussi du fait que Bynum se blesse au cours de la saison, donc tout ça accélère la venue de Pau Gasol. En plus, c'est un joueur européen, donc il a déjà cette fibre collective et il peut directement s'intégrer au jeu en triangle proposé par Papa Phil Jackson. Bien sûr. Totalement. Ça peut être un très bon point d'ancrage. Il a des qualités de passe, il a des qualités de shoot à mi-distance. Donc en fait, il pouvait facilement s'intégrer. Et surtout, comme l'a mentionné Samuel, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que tout à fait. Il a pas peur d'être assez lieutenant. En fait, il a pas peur d'être le lieutenant. Et ça lui dérange pas. S'il faut être lieutenant pour gagner, il le sera. Exact. Il s'est clairement très bien adapté à ce rôle-là. Kobe Bryant a compris qu'il avait affaire à une personne qui le soutiendrait et qui ne viendrait pas le déranger dans son leadership au niveau du scoring. Et tu as également un vestiaire de leader, c'est-à-dire avec Derek Fisher, dont il ne faut pas oublier
qui s'est clairement très bien affirmé dans son poste de leadership. Concrètement, les pièces étaient parfaitement réunies côté Lakers pour qu'ils soient performants. Alors après, Pau Gasol va bien entendu s'adapter à ce rôle-là. Moi, je retiens un match qui m'a quand même surpris, même une série de playoffs qui m'a quand même surpris de Pau Gasol, c'est qu'ils sortent les Spurs de San Antonio en finale de conférence Ouest 2008. Parce que moi, je m'attendais à un Celtics Spurs en finale, ça aurait été très intéressant. Mais les Lakers gagnent cette série et remportent le titre de champion de la conférence Ouest avec un Pau Gasol qui a été très performant, notamment face à Tim Duncan et Oberto et consorts. Et maintenant, bon, après, il y a eu la finale 2008, qu'on va pas revenir là-dessus, où il y a eu les critiques auprès de Pau Gasol sur l'aspect physique. Où on l'étiquette de soft. Voilà, l'étiquette de soft. En fait, il n'y avait pas Bynum avec lui. Bynum n'était pas là et il était toujours, toujours inapte à cause de sa blessure au genou. Oui, mais en fait, ça veut dire qu'il se retrouve esselé contre Perkins et Kevin Garnett. Donc arrêtez, les gars. En fait, je suis pas d'accord avec vous. Franchement, là, j'insiste, je suis pas d'accord avec vous. De mec, le frère, il vient de 2005 en NBA. Ouais, c'est 2005 qu'il arrive, lui. Ouais, mais cette année-là, il est super important. Il est important, mais il a la densité physique. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un mec, c'est la troisième option offensive. Il va apporter de la densité physique, je suis d'accord avec vous, mais à ce niveau-là, Lamar Odom, sa présence est quand même importante du côté des Lakers. Si, moi je pense que la performance des Lakers ne dépend pas de l'absence de Bynum. Arrêtez. T'es premier à l'Ouest avec Bynum sans Gasol à la base. Pardon? Début de saison, t'es premier à l'Ouest avec Bynum sans Gasol. Quand Gasol arrive, ils sont déjà premiers les Lakers avec Bynum. En finale, donc l'arrivée de Gasol cette année-là, rien ne dit qu'avec que Bynum et sans Gasol, les Lakers vont pas en finale cette année-là. Et justement, l'année d'après, avec les deux, on voit la différence directement. Tout à fait, ça s'est vu malgré le fait que il soulage Gasol. Il soulage Gasol. Et Gasol a moins besoin d'être justement d'avoir ce côté de dimension physique et peut se contenter de jouer au basket comme il sait le faire, d'être plus d'être plus propre, de distribuer, parce qu'il avait un super jeu de passe aussi. Tout à fait. Très très belle moyenne. La saison 2008, il a 3 passes D. Saison 2009, 3 passes D. Saison 2010, 3 passes D. En moyenne, il a à peu près à 3 passes D, 4 passes D sur toute sa période de Lakers. Il était si fort en sélection aussi, c'est qu'en sélection, il y avait soit son frère, soit Ibaka, qui était là aussi pour. T'avais du monde en sélection. Voilà, ça. En sélection, il avait vraiment. En fait, c'est un vrai 4 pour moi, Gasol. Ouais. 4, il peut pas jouer 5, il a besoin d'avoir un big man avec lui qui lui fait qui lui libère de l'espace ou autre. Et d'ailleurs, on l'a vu aux Lakers après quand ils ont voulu le faire jouer 5, ça a pas marché. Et il a joué 5, en tout cas en finale 2008. En tout cas en finale 2008, il a joué 5 et quand Bynum sort notamment, t'as Pau Gasol qui met en 5 et Lamar Odom qui met en 4, absolument. Ouais, Exact. En tout cas, les Lakers, il est très performant aux Lakers. Il est même NBA All-Team, 3e équipe lors de la saison 2010, saison 2011. Il est même aussi dans la Team NBA numéro 2. Ok. En tout cas, il fait 3 finales NBA de suite avec Kobe Bryant. La finale perdue en 2008, le doublé 2009-2010 face aux Magic d'Orlando et aux Celtics de Boston. On invite encore une fois nos éditeurs d'écouter ces 2 podcasts magnifiques, notamment sur la finale 2010. Et par contre, pour terminer sur l'aspect Pau Gasol avant de basculer à Dirk, qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Dwight Howard, les gars? Faut qu'on aille dessus, les gars. C'est bizarre quand même. Mike D'Antoni est au coaching. À votre avis, qu'est-ce qui se passe, les gars? Il n'avait pas de ballon. Pas seulement. C'est clair, il n'y avait pas de ballon. On va dire que à l'intérieur, déjà même Howard, c'était pas un jeu pour lui non plus. Et le peu de ballon qu'il y avait à l'intérieur, parce que Mike D'Antoni, faut quand même rappeler que c'est pas le mec qui aime bien le plus jouer avec ses intérieurs. Et donc le peu de ballon avec Amar'e Stoudemire, par contre. Tu vas pas dire ça. Hormis avec Amar'e Stoudemire, qui a beaucoup scoré avec Mike D'Antoni. Peu de ballons qu'il y avait à l'intérieur, c'était pour Howard, et Gasol, je crois que c'est la saison où il touche le moins le ballon. Tout à fait. Déjà qu'il était un peu bon. C'était pas le Gasol du début, il était déjà un peu cuit, et en plus à la fin de la saison, il se fait opérer. Ça y est, c'est le début de la fin. C'est ça. C'est une année cauchemardesque qu'un Gasol se fait opérer à la fin de l'année. Kobe, c'est le début de la fin aussi, il se pète. C'est la fin du nerf. La fin du nerf. T'en penses quoi? Pareil que Samuel. De toute façon, Samuel en tant que Laker, il a très très bien résumé la situation. Après, il a jamais réussi à retrouver son niveau d'avant.
Mais bon, après, en 2015, j'ai envie de parler de ce qu'il a fait en 2015 contre la France, où là, il sort un match incroyable à 40 points. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette performance. Si. Ce match-là, il faut en parler. France 2 avec Nicolas Batum qui a vraiment merdé. Nicolas Batum. Oh là 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 là. Enfin, peu importe. Vas-y, rapide. Mais ce match, tout ce qu'il fait à Gobert, mais vraiment, mais en fait, il a tout fait dans ce match. Il a démontré toute sa palette offensive. Il a tout fait à Gobert. Il était trop fort. Il était trop fort mi-distance, passé va, move sous la raquette, fin de shoot, hook shot, mais il a tout fait. C'est normal sur les Français. Je t'ai dit, les Français diraient que on est encore plus mou que d'Empire, comme dirait chacun. En tout cas, non, mais ce match-là, il leur a tout fait. Donc, dis-toi qu'un gars qui est qualifié de soft en NBA, il a joué contre la France, il leur a fait des. On avait l'impression que c'était les Français qui étaient soft. En effet. Pogazol. Exactement. Clairement. J'ai plein d'images en tête où genre. Non, mais j'ai plein d'images en tête des batailles au rebond. T'as l'Auvergne qui tombe par terre à chaque fois. T'as du mal avec Pogazol. On dirait Pogazol, c'est devenu on the morning. Alors attention, Pogazol a quand même gagné en dureté, a quand même compris qu'il fallait quand même se fortifier au niveau musculation, notamment au cours de la finale 2010 où il a été une très très belle opposition face à Kevin Garnett qui lui ne sautait plus. 2m16 et 113 kg quand même le bébé. Hein. Ouais, mais peu importe, là c'est pas une question de points. C'est pas une question de points. Dennis Rodman, il est moins lourd que tous ces mecs-là, mais en termes de oui, c'est pas une question de points. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En tout cas, par rapport à Lamar Odom, je voulais terminer par rapport à ça sur son projet, sur sa partie Lakers. Mac D'Antoni privilégie plus Dwight Howard que Lamar Odom. Pourquoi ? Parce que Dwight Howard arrive dans sa dernière année de contrat qu'il finalise avec le Magic. Il arrive aux Lakers et Mac D'Antoni, pour rentabiliser l'arrivée de Dwight Howard par rapport à un futur contrat potentiel, il faut donner le ballon à D12. Il faut donner le ballon à D12 qui, je vous rappelle, messieurs, ainsi qu'à nos auditeurs, c'est que D12, 2009, 2010, 2011, c'est plutôt intéressant en termes de domination dans la peinture. Hein. Le mec, plusieurs fois meilleur défenseur de la ligue, et même, on se souvient de la musculature de D12, on se dit que les Lakers assurent la suite avec Dwight Howard. Le problème, c'est avec Mike D'Antoni, il change la structure de la stratégie, on n'est plus sur du triangle, d'accord ? Rappelons-nous des demi-finales de conférence Ouest perdues en 2011 face aux Mavs de Dirk Nowitzki, 4-0 en demi-finale de conférence. On va revenir là-dessus. Et D'Antoni arrive. C'est une bonne transition que tu fais sur Dirk là. Magnifique. En tout cas, en 2011, concrètement, les Mavs sont performants. Alors, avant de rentrer sur le 2011 par rapport à Dirk Nowitzki, on va rapidement parler de ces années. Oui, c'est ça. 2006, il perd sa finale de NBA face au Heat. Et 2007, il est MVP de la saison régulière. Premier Européen de l'histoire à être MVP de la saison régulière, les gars. Rafik, t'en dis quoi ? Incroyable. Déjà, il y a une 2007. saison où il est passé en pivot. Il y a une saison avant, il est replacé en. Non, c'est en 2000. Ah non, c'est en 2005 où il est replacé en pivot. Il y a une saison avec Antoine Volker passé en pivot. Oui, mais sinon sa saison MVP, c'est un peu mérité. En fait, il commence à s'imposer que visage européen dans la NBA. Yes. Il commence aussi à battre quelques records de franchise, à monter dans les classements all-time en termes de scoring. Il commence vraiment à s'imposer en tant que gros joueur NBA. On commence à le mettre au même rang que Tim Duncan et Kevin Garnett. D'ailleurs, il dit souvent que Kevin Garnett et Tim Duncan ont été des sources de motivation au quotidien pour lui dans ses entraînements. À juste titre. Mais derrière, jusqu'à 2011, en tout cas, entre son titre de MVP et 2011, collectivement, Dallas ne refait pas aussi mieux que cette finale 2006. Samuel. Il y a une élimination en demi-finale, je sais que par exemple en 2009, 4-1 qui fait super mal. C'est pas les Nuggets. Ouais, contre les Nuggets de Melo. Qui est une équipe qui monte. Qui est une équipe qui monte et on a l'impression que c'est une. On se dit à l'époque, on se demande si c'est pas un changement de leader à l'ouest, un peu avec Denver qui commence à monter avec une nouvelle star Melo et peut-être que Dallas est en train de et même avant, c'était New Orleans. Oui. L'année d'avant, il a aligné par New Orleans. Non, désolé, juste pour dire, c'était New Orleans avant. 4-1 aussi par New Orleans. Par deux Chris Paul. En 2008 et en 2009, c'est Melo.
Puis en 2010, j'ai un trou, mais je crois que c'est encore les Spurs. Hein. Ouais, c'est les Spurs au premier tour. Ouais, c'est les Spurs, c'est les rivaux. Non, c'est les Spurs au premier tour. Exact. Concrètement, 2007-2008, il y a un duel que j'invite à tout le monde à regarder. Il y a un duel que j'invite à regarder lors de la premier tour de playoff 2008, New Orleans face aux Mavs. C'est le duel Chris Paul, Jason Kidd qui se fait boire durant toute la série. Il se fait gonfler. Dirk Nowitzki, on a l'impression qu'il n'est pas prêt physiquement. Le frère, c'était difficile. T'avais l'impression que physiquement, les mecs n'étaient pas prêts. Et comme tu as affaire à une équipe des Hornets qui court, parce que tu as David West aussi qui est présent, tu as Tyson Chandler qui va, puis Stojakovic qui va être également très performant. Tu as le meilleur joueur de l'année, Chris Paul. Oh, Chris Paul qui est magnifique. Saison 2008, il est vraiment magnifique. Il finit deuxième du MVP derrière Kobe Bryant, je crois, qui est enfin MVP. Mais si Kobe n'existe pas, Chris Paul doit l'avoir tous les jours. Hein. Alors après, il faut quand même signaler, c'est que la saison 2007, le titre MVP de Dirk Nowitzki, qui est unanime concrètement, premier à l'Est, premier à l'Ouest, Dallas de Mavericks, Dallas. Mais par contre, au premier tour, ils perdent face aux Warriors de Baron Davis. Les Warriors de Baron Davis, justement, cette défaite au premier tour fait très mal dans l'image de Dirk Nowitzki à l'échelle des observateurs de la NBA, concrètement, parce que on avait rarement vu un premier de conférence perdre face au 8e spot, concrètement, et les Warriors ont concrètement justifié à ça. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ça, les gars? Je vous ramène un petit peu en arrière. Oui. Oui, Believe. Faut garder. Oui, Believe. C'était podcast spécial Golden State. Ouais, on va rappeler de ça. Exactement. De toute manière, on va en parler, les gars. On va en parler. Est-ce qu'on peut rapidement parler de la finale 2011, les playoffs 2011? Parce que Nowitzki, concrètement, il a mis tout le monde d'accord. Oui, moi, je suis chaud pour aller des. Vas-y, mon gars. On t'écoute. Pour parler de l'équipe, parce que t'as l'air chaud. Non, mais 2011, parce que c'est une équipe de trentenaires. Hein. Il y a des mecs comme, il y a Sean Marion qui est trentenaire. Il y a on a qui encore? On a Jason Kidd, on a Stojakovic, on a Jason Terry, on a des mecs, comme comme Brian Cardinal. En fait, on a surtout des trentenaires qui n'ont pas de bague, et c'est un peu une réunion de trentenaires en mode. Ah ouais, exactement. Ça m'a fait répéter. Il est on dirait oui. Exact, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, c'est vraiment ça. Continue, Rafik, t'as l'air chaud là. Mais totalement. Et en fait, moi de 2011, les playoffs, moi ça m'avait marqué, c'est le 4-0. C'est ce qui m'avait marqué, c'était le 4-0 qu'ils avaient mis aux Lakers, qui étaient les deux derniers vainqueurs de la NBA. Et je me rappelle le dernier match, j'avais suivi le Game 4, j'avais suivi sur le site NBA, mais pas avec le League Pass. J'avais pas le League Pass. Je rafraîchissais le score, et je me rappelle la première mi-temps, à chaque fois je rafraîchissais le score, je voyais +3 pour Dallas. À chaque fois c'était un 3 points de Jason Terry ou de Stojakovic. Je pensais que ça buguait tellement ça pleuvait de 3 points. Et vraiment ce match-là m'avait marqué. Et vraiment, je crois qu'ils avaient mis genre 70 points première mi-temps. Mais les Stojakovic et Jason Terry, le deuxième quart-temps, il est incroyable. Non, magnifique. Vraiment, magnifique. Dans ce Game 4, il y a juste à regarder le deuxième quart-temps. Il est incroyable, ce deuxième quart-temps. Et ils vont se hisser jusqu'en finale. Cette saison-là, il se blesse. C'est pas sa meilleure saison. C'est une de ses moins bonnes saisons parce qu'il se blesse cette année-là. C'est ça. Et il revient un peu pour les playoffs, et c'est aux playoffs que ça explose tout. Mais il faut quand même le signaler, comme l'a bien dit Rafik, c'est que là, il a affaire à un effectif de personnes qui sont très fortes. C'est un effectif quand même où tu as des joueurs de nom. Alors, c'est important, ces playoffs 2011, de les évoquer. Finale 2010, Lakers Celtics, ok? Les deux sont éliminés en demi-finale de conférence des playoffs 2011 face aux deux futurs finalistes de la finale 2011. Les Lakers se font frapper par les Mavs 4-0 avec Crowy Brewer qui a été également performant au match 2, Jason Terry qui est un artilleur à 3 points. Ce mec, il a vraiment tout donné, et Dirk Nowitzki, c'est monsieur métronome, quoi. Dès qu'il est dans la zone, c'est fini pour toi. T'es mort. Concrètement, t'es cuit. Jason Kidd a fait un très bon travail défensif face à Kobe Bryant, il faut quand même le dire au cours de cette série-là. Et de l'autre côté à l'Est, t'as les Celtics de Boston qui se font frapper aussi par les Tri-Amigos dont on a parlé avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Donc, en finale de conférence Ouest, les Mavs frappent le Thunder 4-1, les jeunes Thunder qu'on connaît là, les Westbrook, les Kevin Durant, Ibaka, ils tiennent pas la route parce que ils ont frappé. Oh là là, mais vraiment, Dirk Nowitzki a été inarrêtable. J'invite à tout le monde, notamment aux jeunes auditeurs, de regarder la qualité de ce joueur au niveau offensif, parce que défensivement, il n'y a rien à voir, mais offensivement, franchement, vous allez vous régaler. Et en finale, cette fois-ci,
on n'attend pas les Mavs. On les attend pas, Samuel. On pense que le Heat va l'emporter. Je pense que le Heat va l'emporter parce que James, parce que Wade, parce que Bosch. C'est enfin la consécration pour le King. Et au grand désarroi de Vladimir, Dallas les cogne un bon coup sur la tête. Et grâce à cette finale. C'était les Dos Amigos. Ils ont joué contre les Dos Amigos. Ouais, les Dos Amigos. Vas-y, Rafik. Non, mais ils ont joué contre les Dos Amigos. Il y avait pas de. Parce que LeBron, il passe à côté de sa finale. Hein. Il y avait Bosch et Wade. Donc, du coup, ils ont joué contre les Dos Amigos. mais sinon, Dirk encore performant en finale NBA contre. En plus, en face, il y a Bosch. Hein. Bosch, c'est pas non plus quelqu'un de facile à se taper. Surtout que il avait un. Comment, Samuel? C'était pour une petite blague de merde. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant que Dirk Nowitzki se mette à taffer Bosch. Ah. Étant donné qu'il est allemand. Ouais, bah, Bosch, il est relou. Claqué. En tout cas, les Mavs vont l'emporter 4-2 au cours de cette finale avec des grosse force mentale des Mavs, hein. Grosse force. Ouais. Concrètement, les Mavs ont été très intéressants, notamment Sean Marion sur le travail défensif sur LeBron James, sur le poste 3. Sean Marion avait comme travail de bloquer LeBron James. Ça s'est très bien passé pour les Mavs et c'est assez rare de voir LeBron James souffrir autant, bien entendu. Mais concrètement, Dirk Nowitzki était inarrêtable. Udonis Haslem, Chris Bosh, même LeBron James s'est passé également face à Dirk Nowitzki et aucun n'a pu l'arrêter, notamment avec ce shoot légendaire fadeaway jump shot de Dirk Nowitzki, chute à reculant qui concrètement a été une arme imbattable au cours de toute sa carrière. Alors après, les années suivantes des Mavs vont être assez compliquées après ce titre 2011 qui va être concrètement la consécration où concrètement toutes les forces ont été lâchées au cours de cette année 2011. Ouais. 2012, ils se font terrasser 4-0 par le Thunder qui était concrètement en phase ascendante, d'accord. Et les Mavs n'avaient plus d'énergie face à ça. Cependant, Dirk va peut-être continuer à être performant, Rafik. Faut que tu parles un peu des chiffres là. Statistiquement, on pas déborde là, on t'attend là. Oui. Non, mais il y a rien de glorieux statistiquement sur après ce titre. Il fait des bonnes saisons NBA entre 15 et 21 points de moyenne, mais voilà, en tout cas, il ne fait plus de grosses campagnes de PF, il fait que des premiers tours. Donc c'était voilà. Donc heureusement, il y a eu ce 2011 où il a tout donné avec les trentenaires. Vraiment, ils ont tout donné les vieux. Et après voilà, après il a commencé à préparer sa retraite en mentorant Doncic. D'ailleurs en plus Nowitzki quand même il arrête en 2019, mais en vrai, il y a plusieurs fois on pensait qu'il allait s'arrêter avant, en 2016, à chaque fois il rajoutait 1 an, 3 ans, 1 an, 2 ans, à chaque fois il y a que la dernière année où il redescend sous les 10 points, il me semble. C'est ça. C'est que la dernière année où c'est à 40 ans. Et d'ailleurs, il sera All-Star juste pour rendre hommage à sa carrière. Il dépassera les 30 000 Mais voilà, pas de Exact. Merci Samuel. Merci Samuel. Il rentrera dans la branche de 30 000 points par rapport à ça. Dernier mot par rapport à Pau Gasol sur la fin de sa carrière, Samuel. Tu devrais en parler quand même. Il t'a quand même donné 2 titres, hein. Il est parti. Il est aux Bulls tout d'abord, après les Lakers. Hein. Se perdre un peu, puis après quand il a signé aux Spurs, je me suis dit que ça allait peut-être bien marcher pour lui parce que les Spurs c'était peut-être un jeu qui lui correspondait plus, mais au final ça va être des saisons un peu insipides qu'il va faire sur la fin de sa carrière entre blessures, méformes et manque de temps de jeu, puis il ira finir dans l'anonymat en NBA dans l'équipe de Rafik. Il a joué que 3 matchs. Matchs. Oui, en fait, vas-y Samuel. C'est le genre de joueur qui a pas su arrêter, je pense, au bon moment, Gasol. En fait, ce qu'il veut, Gasol, c'est disputer les Jeux Olympiques 2020, en fait. C'est pour ça qu'il veut se maintenir et qu'il veut rester encore en NBA jusqu'au bout pour arriver, pour finir, clôturer la page avec l'Espagne. C'est tout à fait à sa louange, hein, d'agir ainsi, même si on voit que. Peut-être retourner à Barcelone à la fin. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il arrive clairement à la fin de sa carrière. À Chicago, il a quand même été performant avec des chiffres très intéressants, hein, avec 16 points de moyenne, 11 rebonds, même aux Spurs. Hein. Ouais, la première, ouais. Il sort
Oui, il sort son meilleur match en carrière à Chicago. Hein, oui. D'ailleurs, c'est contre les Bucks où il lâche un 46 points, 18 rebonds. Il était capable de lâcher des gros matchs, hein, des fois, Pau Gasol, quand il s'énervait. Hein. Il y a même un match aux Lakers, son premier match de playoff avec les Lakers, il lâche un 36-16-8. Il est capable d'envoyer des grosses perfs. Dites-moi, les gars, quels sont vos mots de la fin par rapport à ces deux bonhommes? Deux gros bonhommes. Moi déjà, déjà pour Dirk, qui a quand même mis l'Allemagne sur la carte du basket mondial, Tout à fait. avec notamment une médaille de bronze. Hein, Yes. à l'Euro, je crois, c'est ça? C'est ça. Avec l'Allemagne. 2005. Moi, si on doit faire entre les deux, je dis un grand merci à Pau Gasol. Hein, mais bon, grand fan de Dirk, je place juste derrière Duncan pour les 4 de son époque. Et devant donc, ton ami Garnett, hein, je précise. Moi aussi. Parce que Duncan est intouchable, mais moi aussi. Gasol, je le mets derrière les deux, derrière même les trois. Hein. Je le mets peut-être entre la 5e et la 10e place. Ça reste un très grand joueur de l'époque, mais je le mets en deçà de Dirk, qui était vraiment d'un autre niveau. Bien sûr. Ça, Rafik? Ouais. Moi, comme mot de fin, je dirais que ce sont deux joueurs qui ont bien pris le témoin des anciens joueurs européens, des premiers joueurs européens en NBA. Ils ont contribué à donner du crédit aux joueurs européens. Je pense que si aujourd'hui on voit européens dominants comme Doncic, Jokic, Nurkic, Sabonis, des Pacers de Damas. Donc je pense qu'ils ont contribué à donner du crédit aux Européens. Ça, ils l'ont très très bien fait. Et aussi par rapport à Gasol. En tout cas, le gars, il a été, je vais pas dire dominant, mais il a été important en NBA et il a été dominant au FIBA. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort qu'a fait Pau Gasol. Il a réussi à être fort dans deux mondes assez différents. Voilà mes mots de la fin pour Gasol. Merci de nous avoir. En tout cas, les gars, merci pour ce podcast. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce que vous avez entendu. En tout cas, Team Duncast toujours en place.